dans 72 Sports et donc nous sommes toujours avec Bruno Palmet et Guillaume Nedelec. Nous allons commencer par parler de Glickenhaus, qui était sur le podium 3e et 4e place l'année dernière. Glickenhaus, le résultat, à votre avis, c'est un résultat satisfaisant ou non pour eux avec tous les retours d'écurie? Moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, on attendait à ce qu'il soit fiable, à ce qu'il soit à l'arrivée, c'est le cas. 7e, 8e, je crois. C'est vraiment honorable compte tenu de la concurrence qu'ils avaient. Ils sont devant les Peugeot, ils sont devant la plupart des Porsche. Moi, j'ai rien à dire, au contraire. Oui, complètement. C'est une écurie aux performances louables. On espère que l'aventure va continuer, parce qu'aujourd'hui, devant les forces adverses, c'est vrai que c'est difficile maintenant de se positionner, d'espérer une place sur le podium. C'est quasiment mission impossible, parce que Glickenhaus, l'Américain, même s'il est fortuné, ça reste quand même un privé, quoi. Et à une personne fortunée et un privé que je vous propose d'ailleurs d'écouter, parce que nous avons eu sa réaction juste à la fin de la course. C'est vraiment extraordinaire. Notre toute petite équipe devance des voitures d'usine comme Porsche, Peugeot. On finit seulement derrière Ferrari, Toyota et Cadillac. C'est incroyable, juste vraiment incroyable. Ouais, c'est à peu près ce que vous disiez, Guillaume, et devance des équipes d'usine. Et nous avions aussi noté le retour de Peugeot 12 ans après. Peugeot, comment on peut résumer leur course? Mieux que prévu, on va dire, parce que c'est vrai que compte tenu des atermoiements, on va dire, depuis le début de la saison, on craignait que les Peugeot abandonnent avant la nuit tombée, puisque sur les courses de 6 heures et 8 heures du championnat du monde, les deux voitures avaient connu des problèmes mécaniques. Ils avaient, que ce soit de fiabilité, que ce soit en termes de performance, il y avait quand même du chemin encore à parcourir et de la performance à trouver. Or là, les deux voitures se sont bien comportées. Elles aussi ont connu des fortunes diverses, notamment un problème de radiateur sur l'une des deux, ce qui explique qu'elle soit redescendue au classement. Mais finalement, on va dire c'est mission accomplie et ça donne de l'espoir pour la suite, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se disait que la voiture sans aileron, la fameuse voiture innovante de Peugeot, pourrait être remise au rebut. Et puis finalement, je pense que malgré ce qui s'est passé, aujourd'hui, elle démontre qu'elle est dans le coup. Alors quid de l'avenir, on verra. Justement, c'était un peu le sentiment de Jean-Éric Vergne, dont nous avons recueilli les propos. C'est une course extrêmement fatigante pour tous les mécaniciens, les ingénieurs, toute l'équipe. Rien que le fait de voir la ligne d'arrivée, ça fait plaisir à tout le monde. On vient de loin, on a fait une course meilleure que prévu, je pense. On a eu très peu de soucis de fiabilité. On a eu une performance en course qui était plutôt pas mal. Donc on s'améliore et c'est un gros step on reviendra beaucoup plus fort l'année prochaine. Alors, ils reviendront beaucoup plus fort l'année prochaine, Guillaume ? Probablement, avec quelques modifications sur la voiture. Je pense que là, ils sont rassurés sur le concept de l'auto. Il marche très bien au Mans. Après tout, quand on fait un programme comme ça, c'est pour gagner le Mans. Donc, si la voiture marche bien au Mans, pourquoi pas. Et puis, probablement avec quelques petits changements sur la line-up de pilotes. Je vous propose maintenant de parler des LMP2 avec un vainqueur plutôt surprise, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire d'Inter Europol ? Carrément un vainqueur, voire même un podium surprise, parce que c'est vrai qu'on attendait des équipes comme Jota, comme United Autosport, WRT, qui sont quand même sur le podium, voire des équipes françaises aussi. Ducati l'est puisqu'ils finissent 3e, mais c'est quand même une demi-surprise, parce qu'il y avait fort à faire en face. Inter Europol, oui, c'est la surprise du chef. Franchement, là, je pense que peu de gens auraient misé un copec sur cette équipe polonaise. Ouais. Et puis surtout que vous avez tous sûrement vu, comme nous, Fabio Scherer, l'un des pilotes, qui s'est fait percuter par la Corvette numéro 33, vainqueur en GT. Oui, il s'est fait rouler sur le pied à l'arrivée, mais en conférence de presse, il nous disait que, après tout, j'aurais mal quelques jours, mais j'ai gagné le Mans, donc... Il a même dit que le Mans, c'était le pied, en conférence de presse. C'est pas mal. Dans la performance de cette équipe, je voudrais souligner quand même le travail de Albert Costa, qui était pilote clairement sous-coté. Je suis dans une écurie hypercar, je l'embauche tout de suite, ce garçon. Est-ce qu'il a réalisé des très bonnes performances ce week-end ? Il porte l'équipe, très clairement il porte l'équipe. 21 secondes d'écart seulement avec la deuxième place WRT, ça veut dire que LMP2 est toujours une catégorie qui est très serrée.
Oui, et c'était la dernière fois qu'on voyait les LMP2, non pas au Mans, puisque l'année prochaine, il y aura quand même une escouade de 15 voitures, je crois, qui sera admise aux 24 heures du Mans, mais qui ne figureront plus au championnat du monde d'endurance et qui seront en européenne Le Mans Série. C'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'hypercars et qu'il y aura des GTEA, des GT3 l'année prochaine. Exactement. Voilà, la place va leur être faite, mais c'est vrai que ces voitures, c'était 24 Oreca, 24 châssis Oreca cette année aux 24 heures du Mans, et c'est une catégorie qui est très serrée, mais c'est aussi un bon tremplin pour des pilotes qui aspirent à évoluer au plus haut niveau. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Duquesne complète le podium. Et puis, 4e, on retrouve Alpine avec notre pilote sartois, Julien Canal. Est-ce que c'est un bon résultat pour Alpine ? Compte tenu de là où ils sont depuis le début de saison, il faut bien se dire que c'est une équipe qui était en LMP1, qui est redescendue, hypercar LMP1, oui, qui est redescendue en LMP2. Ça faisait 2 ans qu'ils n'y étaient plus. Les autres ne les ont pas attendus. Et on voit le niveau est très élevé. Pour optimiser au maximum la performance, on a vu comment quand même Signatech qui savait gérer une course. On a vu des pilotes d'expérience. Certes, il y a une petite erreur de Julien Canal, mais on est dans des conditions qui sont quand même très difficiles. Moi, je pense que cette équipe, elle prépare très clairement l'année prochaine. En hypercar. Voilà, à opérer 2 voitures en même temps, puisque ce sera leur objectif, ce qu'ils ne faisaient plus depuis quelques temps. À mon avis, c'est du bon travail ce qu'ils ont fait. Vraiment une 4e place, on peut s'en satisfaire dans les conditions où ils se préparent et qui préparent leur IMDH pour l'année prochaine. Un bon travail salué par Philippe Sino, le team principal, qui était au micro d'Amoun Chamsoudine. Un bilan très positif. Un bilan très positif parce que ça n'a échappé à personne que la semaine avait commencé de façon un peu compliquée. Ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on était digne de la confiance de nos partenaires et d'Alpine. Et donc on est parti derrière et rapidement on s'est retrouvé devant parce qu'au bout de 4 heures, on est 1 et 2. Et puis après, certains éléments sont venus contrarier notre course cette nuit, mais comme pour beaucoup. Et on s'est montré résilient, serein et surtout fort en interne pour terminer la course dans une très belle position. Il ne nous a pas manqué grand-chose, honnêtement. De partir un peu plus devant, voilà, et puis surtout un peu de réussite parce qu'au bout de 4 heures de course, on est 1 et 2, on mène la course. Et Memo est pris dans l'accrochage avec la Toyota et la Ferrari. Et Julien, en repartant avec les pneus de slick sur une piste très humide, voilà, part à la faute, mais c'était tellement compliqué qu'on ne peut pas lui en vouloir. Et ça nous fait perdre un tour. Donc au résultat final, vous enlevez un tour, vous voyez où potentiellement on peut être. Mais non, donc il n'y a pas de frustration. On est là où on doit être. La course a décidé qu'on devait être là, mais la forme, par contre, est très bonne et doit prouver à tout le monde qu'on sera là avec la voiture l'année prochaine pour se bagarrer. Alors, Philippe Sino qui nous parle d'un problème pour Julien Canal qui était en pneu slick. Vous l'avez rencontré juste après ce relais, Bruno. Racontez-nous comment il était. Il était quelque peu désappointé parce qu'il avait le sentiment d'avoir commis une petite faute. C'est vrai que la piste était humide à cet endroit-là. Lui s'en voulait. Mais bon, c'était pas dramatique. Il y a eu plus de peur que de mal, on va dire, puisque la voiture est rentrée au stand et puis voilà, tout est reparti après. Mais bon, c'est quelques secondes qui s'échappent. On le disait tout à l'heure avec Toyota, une voiture lestée, 1 seconde de perdu au stand, c'est l'équivalent c'est un relais quoi, sur l'ensemble des 24 heures. C'est énorme. Et c'est vrai que là, tout se passait bien pour Alpine et c'est vrai que Julien s'en voulait un petit peu. Donc il a mis un peu de temps à digérer sa colère interne lui-même parce que c'est un gagneur, quoi. Et c'est vrai que pour l'équipe, il aurait bien aimé figurer sur le podium. On peut lire à travers les propos de Philippe Sino, en filigrane, qu'il y a une petite pointe de déception quand même, parce qu'ils auraient bien aimé figurer sur le podium pour la dernière en LMP2. Alors, nous allons maintenant aussi parler un petit peu des GT, puisque la sensation, en tout cas, on en a parlé tous les deux d'ailleurs dans la salle de presse, la sensation, c'est Iron Dame, qui était finalement aux 2 tiers de la course en tête. C'est impressionnant. Enfin, oui. Vous nous avez dit que ce n'est pas tant une surprise que ça, mais elles auraient pu être le premier équipage 100% féminin à s'imposer au Mans. Exactement. C'est un équipage qui réalise des prouesses. Ce sont des filles qui sont vraiment très pointues. On l'a vu en course, mais aussi en qualification. Sarah Bovy a réalisé des pole positions avec la même voiture, devant des hommes et devant des pilotes expérimentés surtout. Donc c'est plus du tout un hasard de les voir aussi bien figurées. Et c'est vrai qu'elles ont longtemps été à la lutte pour la première place. Et puis
finalement, bon voilà, le destin en a décidé autrement. Mais là aussi, la catégorie est vraiment pointue aujourd'hui. On les a sentis très déçus, hein, même en tout cas, nous, on ne les a pas vus dans les stands quasiment de la course. Concentrées, je pense, et puis elles avaient clairement l'intention de gagner. Quand on voit les performances depuis un an, depuis Monza dernier, où vraiment la voiture a passé un cap, en tout cas en préparation, en exécution et en exploitation, c'est toujours la clé. On voit que les filles, on peut le dire, ont passé elles aussi un cap. Je pense aussi que le fait de courir ensemble, elles font beaucoup de courses ensemble, a créé un petit esprit commando dans cet équipage féminin. Elles n'ont pas gagné cette année, on pourra peut-être espérer de les voir sur la première marche du podium l'année prochaine avec une Lamborghini. Peut-être, mais en tout cas, une autre équipe que nous avons suivie, c'est les frères Robin, qui eux n'ont pas réussi malheureusement à terminer sur le podium. Mais ils étaient 4e au moment où Arnold Robin est sorti de piste. C'est dommage, ça s'est joué à très peu de choses. Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment une grosse frustration pour une équipe qui s'était bien préparée. C'était une bande de copains, vous avez parlé de commando à l'instant, c'était le cas, puisque Maxime Robin et Valentin Asclot sont vraiment des potes. Tout se présentait bien, et puis voilà, il a fallu cette petite erreur aux grosses conséquences, on va dire. Beaucoup de tristesse, là, on les voit dans les stands. Ils avaient du mal à bien vouloir s'exprimer, mais l'un d'entre eux a accepté de nous répondre très gentiment. C'est Valentin Asclot, et c'était au micro d'Anthony Piton. Oui, parce que c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements et ça s'arrête si tôt et pourtant on était si bien. On était dans le top 4 depuis à peu près le début de la course, donc c'est vraiment dommage. Alors, c'était très serré chez les GT. Les vainqueurs, c'est Corvette, un vainqueur un petit peu surprise, finalement. Oui et non, parce que pareil, depuis le début de la saison, Corvette, c'est quand même la marque qui fait un peu le branle-bas de combat en WEC. Ils étaient un petit peu en retrait en début de semaine, puis ils sont montés petit à petit en puissance. Ils ont fait une vraie semaine du Mans, un peu en mode diesel, et puis ils ont terminé. Ils ont pris les bonnes opportunités. Il y a l'expérience de Corvette. Il ne faut pas oublier que Corvette, ils sont présents au Mans depuis l'an 2000. Ils ont gagné de nombreuses fois. Alors la dernière victoire d'une Corvette, il me semble que ça remontait à 2015, 2016 peut-être. Je crois que c'est 2015. 2016, c'était une Aston Martin, donc c'est 2015. Donc c'était vraiment... ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. L'an dernier, avec la même voiture, ils étaient en tête du GTE Pro, donc la catégorie professionnelle du GTE, avant de se faire rentrer dedans, malheureusement, par une LMP2 qui avait causé l'abandon. Là, cette année, il y avait un petit goût de revanche. Il y avait une envie de finalement en accrocher une. La dernière, la DER, elle est pour eux. Et justement, ils étaient très très fiers de cette victoire et je vous propose d'écouter l'un des pilotes, Ben Keating. Je suis un pilote américain qui conduit la voiture américaine d'une équipe américaine. On se prépare à faire flotter le drapeau américain et écouter notre hymne. Je vais secouer du champagne. Je vais pleurer comme un bébé. Et nous a d'ailleurs confié ce que vous nous avez dit. C'était la dernière course GT à gagner, la course du centenaire. Enfin, ils étaient vraiment ravis de cette victoire chez Corvette. Vous vouliez dire, Bruno ? Oui, je voulais dire que c'était finalement un bon week-end pour les Américains, parce qu'au-delà de la présence de LeBron James, Cadillac s'est bien comporté. C'est vrai. Corvette aussi. Et enfin, ce sera peut-être le prochain sujet. On va parler un petit peu de la NASCAR, on va en parler très brièvement, puisque il y avait une voiture un petit peu hors du commun, une adaptation de la Chevrolet Camaro ZL1. Donc c'est un partenariat entre Le Mans et la NASCAR. Racontez-nous, vous avez vu cette voiture, qu'est-ce que ça vous a fait ? Ça fait mal aux oreilles. Non, c'est pas vrai. Elle fait un très très beau bruit, cette voiture. Jimmy Johnson nous avait prévenu au pesage. Il nous avait dit, attention les campeurs, vous n'allez pas dormir avec nous. Il ne s'est pas trompé, c'était génial de voir cette voiture rouler. Vraiment, là, je trouve que l'aventure, alors certes, c'est pas tout à fait une voiture innovante, c'est plutôt même un peu un retour en arrière, parce que gros V8, châssis, on a vu, il n'y avait pas de porte, c'est vraiment le NASCAR. Mais il y avait Jenson Button, il y avait Jimmy Johnson, Mike Rockenfeller, c'est 3 pilotes qui sont quand même assez géniaux, très détendus pendant toute la semaine, assez accessibles, moi j'ai trouvé. J'ai pu discuter avec Jimmy Johnson, qui est quand même 7 fois champion de NASCAR. Aux États-Unis, c'est une superstar. Bref, petit coup de cœur pour cette... Alors la voiture était grosse par contre dans le peloton. On avait l'impression de voir une grosse berline. C'est ça, c'était assez amusant. C'était une voiture atypique qui se distinguait et qui a attiré beaucoup l'œil du public. Comme Guillaume vient de le dire, ne serait-ce que par le vrombissement de ce moteur, qui est quand même un moteur V8, d'un NASCAR, et qui est bien gonflé. La voiture était plus rapide que les autres GT.
bien piloté, vous l'avez signalé. Et je trouve que ça fait du bien aussi, même si cette voiture, elle était invitée dans le cadre de bonnes relations entre la CO et l'IMSA. Ça fait du bien aussi parce que le charme des 24 heures du Mans, c'est aussi ça, des bruits, des voitures différentes, des bruits différents. C'est agréable d'entendre des moteurs V8. Je sais pas, V10, V12, on a tous le souvenir. On était capable de reconnaître l'identité d'une voiture en fermant les yeux. Et c'est vrai que là, lorsqu'elle passait, les gens savaient que c'était la NASCAR, quoi. Alors, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau pour parler de l'ensemble des 24 heures. Pendant la semaine des 24 heures, il y a aussi Road to Le Mans. Et dans la prochaine partie, nous recevons Mathis Poulet, qui est un jeune pilote qui a participé à Road to Le Mans. A tout de suite.